c'est un investissement d'1,7 milliard d'euros pour nos activités en France, consistant en fait à un plan de décarbonation permettant de réduire de 40%, au-delà de 40%, nos émissions de CO2 d'ici à l'horizon 2030, et qui est en fait la combinaison de 3 leviers de décarbonation. Un premier qui est l'augmentation de l'utilisation d'acier recyclé dans notre process de fabrication, quelque chose qu'on fait déjà mais qu'on veut accentuer. Le deuxième, c'est la mise en place d'un nouveau process de production qu'on appelle le DRI innovant, donc grosso modo ce qu'on appelle la réduction directe dans notre jargon, qui va concentrer d'ailleurs le maximum des capex dont on parle ici, combiné avec des fours électriques. Et un troisième levier qui est la capture du CO2 résiduel. Donc on a ce milliard 7 qui est lié à la décarbonation, d'accord, principalement sur les sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. Et on a annoncé aussi 300 millions d'euros à Mardic. Donc Mardic, c'est un site qui est situé juste à côté de Dunkerque. En fait, c'est quasiment intégrés l'un avec l'autre. Et là, l'idée, c'est justement de construire quasiment une usine neuve, d'accord, pour laminer des nouveaux types d'acier qui sont, alors ils sont dits électriques. Pourquoi? Parce qu'ils ont des propriétés magnétiques. Et c'est ces propriétés magnétiques qui sont nécessaires pour faire fonctionner les moteurs des voitures électriques, mais aussi de l'ensemble des composants liés à l'électrification de l'économie. Donc ça peut servir pour les moteurs de voiture, mais ça peut servir pour les transformateurs ou pour tout un tas d'autres appareils. C'est très intéressant ces investissements qui sont colossaux, hein, effectivement, à hauteur de 2 milliards, donc ça passe pas inaperçu. Moi, ce que je perçois derrière, et c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, on a parlé pendant des années, voire des décennies, notamment en France, on va dire depuis une trentaine d'années, une diminution significative de la valeur ajoutée de l'industrie. Cette décrue s'inverse avec ces investissements majeurs, puisque ArcelorMittal fait de l'acier de plus en plus technique et alimente aussi d'autres industries, d'autres segments, automobiles, batteries, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et donc on sent que c'est tout un écosystème très très large qui se remet en route. Le site de Mardic, c'était relativement évident parce qu'il combine en fait plusieurs atouts. D'accord. La première, c'est que il est directement connecté à notre usine de Dunkerque, où on va faire les produits à chaud, donc les semi-produits qui sont nécessaires à la fabrication de ces aciers électriques. Donc on voulait l'avoir le plus près possible de notre usine mère, si je peux dire comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on veut être près des clients. Et donc il est clair que les clients pour l'électromobilité, où qu'ils soient, ils sont quand même, on va dire grosso modo, dans une grande part nord ou nord-est de la France. Okay. Donc ça, c'est important. On voit bien, alors vous avez parlé de batterie tout à l'heure, on a vu les annonces sur les nouvelles usines de batterie qui sont quand même pour la plupart dans le nord. Hein. Donc quelque part, on crée cette espèce de cluster autour de l'électromobilité dans la région. Et puis la troisième chose, il se trouve aussi qu'à Mardic, on avait de la place. Okay, et donc industriellement, ça faisait aussi énormément de sens d'installer cette ligne à cet endroit-là. Okay, donc en fait, vous combinez ces trois atouts, c'est-à-dire un atout industriel au site, la présence de notre usine à chaud juste à côté, et puis surtout le fait que les clients soient pas loin, vous arrivez assez rapidement à Mardic. Mais je crois que c'est important ce que vous dites, Mathieu, hein, parce qu'effectivement, on peut pas dire tiens, j'ai des subventions France, territoire, Europe, et puis subitement crac, je vais monter un site industriel, je vais recréer un bassin. C'est l'enchaînement des choses. Donc c'est la stratégie industrielle d'un ArcelorMittal combinée à plusieurs éléments de footprint industriel ou de subsides de l'État qui font qu'on peut créer cette structure gagnante. Ouais, et Patrick, je me permets, je vous interromps, je rajouterai un truc qui est aussi évidemment le bassin d'emploi. D'accord. Il faut aussi être clair, c'est que pour faire tourner ces usines-là, pour relever les challenges techniques qui sont devant nous, on a aussi besoin d'avoir accès à un bassin d'emploi où on va trouver des personnes qualifiées, hein, que ce soit du point de vue technique ou managérial, etc. Et donc le fait qu'on soit ici quand même sur un bassin industriel
bien implantées, ça nous aide aussi énormément. On évoquait tout à l'heure les usines de batteries qui, pour le coup, sont nouvelles. Là, c'est une vraie volonté forte de la France et de l'Europe pour pas être dépendant de la Chine ou d'autres pays. Donc, il y a cette espèce de recréation de bassins industriels et structurels cohérents, et puis aussi d'indépendance. Donc, ça peut être de l'indépendance énergétique, ça peut être de l'indépendance industrielle. Aujourd'hui, quelque part, nos usines sidérurgiques sont des usines intégrées du point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des usines qui fonctionnent avec des hauts fourneaux et des aciéries ont généralement un lien direct avec des centrales qui produisent elles-mêmes directement de l'énergie. Et grosso modo, on arrive, même si c'est pas toujours nous qui exploitons les centrales thermiques, on arrive quasiment à s'équilibrer du point de vue du bilan énergétique. Avec les nouveaux outils qu'on doit développer, on va complètement changer de stratégie énergétique et donc on va avoir non seulement besoin de plus d'énergie, mais on va avoir besoin d'énergie qu'on ne peut pas produire, qu'on va devoir acheter. Et donc, avoir quelque part une implantation dans un pays qui a une stratégie énergétique claire et qui est prêt aussi à faire les investissements nécessaires, que ce soit pour la génération électrique ou pour l'infrastructure, c'est absolument fondamental. Et peut-être, pour une fois, un petit avantage vis-à-vis de nos amis allemands, bon, qui sont très forts sur la partie industrielle, mais qui peut-être, en combinant l'énergie pas forcément green qu'ils ont mis en place avec l'abandon nucléaire et la remise en place de centrales à charbon, nous donne un petit avantage compétitif sur les 2, 3, 4, 5 ou 10 prochaines années. Ce qui est important pour nous, c'est bien d'expliquer que ce qui compte, c'est l'énergie décarbonée. Alors le nucléaire, évidemment, c'est abondant et décarboné. Maintenant, il n'y a pas que ça. Moi, les éoliennes, ça me va bien aussi. Les panneaux solaires, ça me va bien aussi. L'important, c'est le fait que ce soit décarboné. Il faut être clair que nous, en tout cas nous les sidérurgistes, on est sur un marché qui est mondial. Et donc, à partir du moment où, on est dans un système très contraint sur lequel on joue le jeu, qui est le système ETS, de quotas de CO2, etc. Il faut aussi quelque part que on ait ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire qu'on s'assure que l'acier qui est importé sur le territoire européen et donc sur le territoire français, quelque part, ait les mêmes contraintes que les nôtres. Sinon, on ne va pas avoir le temps de s'adapter, on va se retrouver hors marché. Donc ça, c'est comme quand on fait la somme des conditions cadres dont on a besoin pour réussir tout ça. Quelque part, avoir un accès au marché qui soit le même pour tous et avec les mêmes contraintes, c'est fondamental. Il faut quand même savoir qu'à l'échelle du monde, la sidérurgie, c'est grosso modo 6 à 7% des émissions de CO2 mondiales, d'accord, et c'est lié à notre process, d'accord, à notre process actuel. Donc vous imaginez qu'à l'échelle de la France, quand vous avez les principaux sites producteurs sidérurgiques en France qui disent qu'ils vont abattre de 40% leurs émissions, ça représente en termes de millions de tonnes à l'échelle de la France des montants énormes. D'accord. Donc la responsabilité environnementale, c'est vraiment notre responsabilité en tant que société, elle est immense. D'accord. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'y attelle, parce qu'on est conscient du fait qu'il y a un énorme enjeu climatique et on veut y prendre notre part. Deuxième chose, c'est évident qu'on ne peut pas réaliser ce genre de projet, on l'a dit tout à l'heure, sans les talents humains qui sont nécessaires à la réalisation. Vous avez peut-être vu dans l'actualité récente qu'on a annoncé des plans d'embauche sur l'ensemble de nos sites, que ce soit en Lorraine ou dans le Nord. Donc très clairement, aujourd'hui, la problématique, c'est justement d'avoir accès à des talents, à des compétences qui vont nous permettre de relever ces défis. Je pense qu'on a l'opportunité unique de combiner, on va dire, la partie RSE, sustainability, carbone, qui est quand même du moyen long terme et qui est combiné en fait avec du court terme. Donc on voit ce triptyque énergie, bassin cohérent industriel, talent, savoir-faire qui se met en place d'une manière assez conséquente.
Et je pense que ce triptyque gagnant permet à un ArcelorMittal, à la batterie française, à l'automobile française, à certains sites aussi aluminium, d'autres industries lourdes comme la chimie, chimie de spécialité, chimie lourde, à se remettre en place de manière structurelle dans les bassins français qui peu à peu étaient désertés. La jeune génération, elle a une compréhension des enjeux climatiques qui est extrêmement forte. Okay, et quelque part, ils ont la capacité chez nous de venir réaliser une partie de cet effort. Alors après, comment on fait très concrètement, on va les voir. Okay, donc, on essaye de les rencontrer, que ce soit dans les lycées pour tout ce qui est bac pro, dans les lycées pour les BTS et DUT, dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités pour les masters, etc. Donc, et puis je le redis parce que c'est un thème qui est particulièrement sensible et important en ce qui me concerne. C'est pas qu'un métier d'homme. C'est aussi un métier qui se féminise. Ce sont des métiers qui sont absolument ouverts aux femmes, d'accord. Et donc on est particulièrement attentif au fait aussi d'être capable d'attirer des femmes. Effectivement, les taux dans les écoles d'ingénieurs français, puisque sur l'industrie c'est quand même là où il y a le plus de recrutement, se féminisent beaucoup. Parce que aussi les jeunes femmes sont sensibles, et peut-être même encore plus sensibles à la décarbonation du monde que les jeunes hommes. Donc, moi, je vois les clignotants ouverts sur ces deux axes-là et des très fortes opportunités pour recruter les meilleurs talents dans l'industrie. On doit travailler quelque part avec l'éducation nationale ou les centres de formation, les centres de qualification, etc. Il faut qu'on travaille avec les chambres de commerce et d'industrie qui gèrent une partie des infrastructures. Il faut qu'on travaille avec les gestionnaires d'infrastructures de réseau qui sont des entités parapubliques. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit on veut faire venir de l'électricité, il faut tirer des câbles. C'est des choses qui sont fondamentalement des monopoles naturels et donc gérés par les pouvoirs publics, etc., etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vraiment l'écosystème entier, okay, doit se mobiliser, d'accord, avec nous pour y arriver, d'accord. Et ça va au-delà à mon sens, du simple support qui est déjà très appréciable évidemment, hein, mais du simple support financier. Ce qu'on voit dans notre dernier rapport de l'attractivité, en fait, quasiment 100%, c'est pas 100%, c'est 96% peut-être exactement, des acteurs qui sont déjà installés et qui ont besoin de support sur l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble des acteurs, comme le dit Mathieu, sont satisfaits. Donc la France et les territoires ont vraiment un atout majeur pour développer, amplifier, accélérer ce retour d'expérience. Et on le voit avec ArcelorMittal, qui est implanté en France depuis des années, et on voit cette accélération. Donc, fondamentalement, il y a peut-être encore un travail, on va dire, de marketing, de communication, pour rendre encore plus attractif la France sur des acteurs qui ne jouent pas en France depuis quelques années.